Bon, on va débuter. Bonjour à tous et à toutes. Donc, on va parler de gouvernance citoyenne du numérique avec un regard croisé France-Québec, puisque je suis Cécile Petitgand, donc je suis française d'origine. S'assurer au Québec, c'est évident avec mon accent. Mais parfois, en France, on a de multiples accents. Et donc, je travaille au Québec depuis 6 ans maintenant dans le domaine des données, de l'intelligence artificielle, avec une pointe vraiment sur la participation citoyenne. Alors, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est d'avoir un peu un regard croisé, en profitant que je ne connais pas très bien la France, je suis partie assez tôt d'ici, mais française, je suis très intéressée par ce qui se fait en France, et j'essaie toujours de le ramener vers le Québec, parce que je trouve qu'on est très en retard au Canada, alors que paradoxalement, quand on est en France, on a tendance à dévaloriser ce qu'on fait, alors que vous êtes admirés dans le reste du monde. Donc le but, c'est de vous donner un petit peu de fierté, de vous montrer aussi ce qu'on peut offrir du Canada vers ici. Alors moi, j'ai une entreprise de gestion des données et de démocratisation de l'intelligence artificielle à Montréal qui s'appelle Datalama. Ce qu'on fait, c'est qu'on accompagne à la fois des organismes publics, parapublics, minimalement privés pour de la gestion dans la mise en conformité. On a un petit équivalent du RGPD au Canada qui s'appelle la loi 25 qui traumatise autant les Canadiens que le RGPD traumatise les Européens. Et donc on aide quand même les organismes à se conformer, à bien comprendre les implications, surtout que nous, notre RGPD canadien, il est arrivé 4 ans plus tard, donc c'est tout neuf. Et c'est pour ça que les organismes ont besoin d'aide. Mais surtout, la spécialité, la Datalama, c'est d'accompagner dans l'engagement citoyen, démocratiser ce qu'on fait avec la donnée, donner de la confiance dans l'intelligence artificielle, aller former aussi le grand public à l'IA. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Je vous montrerai par la suite. Et dans le domaine surtout de la santé, parce que moi je travaille dans le milieu hospitalier originellement, mais aussi un peu dans l'éducation, la ville intelligente, etc. Donc ça, c'est un peu pour la mise en contexte d'où je vous parle. Éventuellement, on parlerait de conflit d'intérêts, mais ici, c'est surtout pour vous dire un petit peu d'où vient mon expérience. Alors, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de parler en 3 parties autour de 3 questions. Pourquoi nous, on regarde la France en matière de gouvernance citoyenne du numérique? Qu'est-ce qu'on peut offrir ou présenter du Canada? Et pourquoi on devrait mieux agir collectivement? Parce qu'on est face à des enjeux qui sont similaires en matière de confiance dans la donnée, dans le numérique, dans l'IA. Et donc, on devrait se serrer les coudes normalement et s'aider, et puis surtout développer des outils en commun. Donc, c'est un peu le but. Et puis, je ne vais pas avoir une présentation trop longue, j'aimerais beaucoup avoir des questions, des suggestions. J'ai beaucoup de choses à apprendre. J'ai atterri hier, et donc, moi, en matière de données, je n'avais jamais travaillé en France sur ce domaine, donc je suis sûre que j'ai beaucoup à apprendre de vous et de vos questions. Alors, moi, je trouve que la France nous impressionne, pas seulement à cause de sa performance au JO, c'est parce qu'en matière de données, il y a énormément d'investissements qui sont faits à la fois dans le domaine de la santé. Vous savez, la plateforme française de données de santé, le Health Data Hub, bon, elle a ses enjeux, ses problématiques, des critiques en France, mais sachez que c'est une référence internationale. D'accord ? Faire de l'interopérabilité autour des bases de données clinico-administratives, c'est pas du tout gagné. Nous, au Canada, on rame vraiment beaucoup et on va à peine mettre un centre d'accès un peu équivalent au F-Data Hub aujourd'hui en 2024 et il est seulement dans la loi à ce jour. Donc on pense que dans 5 ans, on aura ce que vous avez aujourd'hui. Tous les investissements qui sont faits, France 2030, etc. Mon espace santé, donc il est soumis à de nombreuses critiques en France, je sais, il y a des gens qui retirent leur consentement, mais l'accès aux données de santé pour un patient, c'est pas donné là. En France, vous avez un espace. Nous, on a une application. On reçoit un code postal, c'est-à-dire par courrier papier, pour accéder à notre application. Et il y a un délai de 30 jours dans l'accès à nos données de santé. Donc toutes ces choses qui semblent naturelles au XXIe siècle ne le sont pas. Et donc on regarde beaucoup d'intentions ce qui se fait en France, et notamment autour des organismes de confiance dans l'intelligence artificielle. C'est très impressionnant aussi ce qu'il fait dans l'interaction entre les acteurs publics et privés. Donc autant le valoriser, puis c'est très regardé à l'étranger. Alors, excusez-moi, on regarde aussi beaucoup la France du côté du Canada pour ce que fait le Conseil national du numérique qui existe déjà quand même depuis de nombreuses années. Alors, vous le connaissez certainement, il organise en ce moment beaucoup de cafés citoyens autour de l'intelligence artificielle pour vulgariser ce que les lignages génératives, essayer de connecter les acteurs au niveau territorial. Moi, j'aime beaucoup les ateliers de réflexion qu'ils font, de délibération, comment ils cartographient aussi les ressources, les outils sur le numérique, mais aussi les recensions de jeux dans le domaine de l'éducation. Vous savez comment on va engager des étudiants, des élèves autour de l'intelligence artificielle d'une façon assez ludique. Tout ça, ce que j'apprécie aussi beaucoup en France, et ce qui n'est pas donné d'emblée, c'est que c'est open source, d'accord ? Normalement, nous, quand on développe des jeux, à moins que ça soit universitaire, académique, il y a toujours un droit d'auteur, c'est difficile à diffuser.
l'avantage de ces productions francophones, nous on est au Québec, hein, on doit enseigner en français, on doit parler en français, on ne peut pas s'exprimer en anglais, c'est de pouvoir aller chercher des ressources de l'autre côté de l'Atlantique et de se dire, en France, on produit comme des choses qui peuvent s'exporter. Donc ça, c'est quand même pour nous une source d'inspiration pour la gouvernance citoyenne du numérique, mais aussi au-delà de ça. Vous savez, dans le domaine de la data, comme on dit ici, la plupart des plateformes plutôt émanent d'Amérique du Nord, d'accord. On parle maintenant des GAFAM, des grandes entreprises du web, etc. Il y a une chose qui est très impressionnante, c'est dans le domaine des plateformes de gouvernance citoyenne du numérique, il y a beaucoup de choses qui se font en Europe, qui s'exportent après vers l'Amérique du Nord. Donc, par exemple, nos municipalités au Québec, elles utilisent les produits français pour aller faire de la consultation citoyenne. Donc, comme Cadre Collectif, qui va aller faire de la prestation de services de l'autre côté de l'Atlantique. Decidim, c'était une plateforme qui a été open source en Espagne, et elle se retrouve dans les collectivités du Québec. Donc, c'est assez intéressant de voir comment il y a une exportation du numérique chez nous, et alors que, on peut savoir, on le sait très bien, les produits californiens viennent nous envahir au niveau européen, mais là, c'est le contraire. Donc, il y a une expertise française qui est très intéressante. Qu'est-ce qu'on fait, nous, au Canada, en matière de gouvernance citoyenne du numérique ? En quoi ce serait intéressant, finalement, de s'en inspirer ? Ou qu'est-ce qu'on peut dire de cela ? Après, j'aimerais bien avoir vos retours par la suite. On parle beaucoup d'intelligence artificielle au Québec. C'est d'abord parce que Yoshua Bengio, vous devez savoir, c'est le récipiendaire du prix Turing. Le prix Turing, c'est le prix Nobel de l'IA. Donc, il a comme terre d'élection le Québec. Alors, lui, plutôt que, comme ses collègues, être allé dans le privé, dans les GAFAM, Facebook, etc., ou avoir faire de la consultation, il est resté dans le milieu académique. Ça doit être un des seules personnes aussi connues de l'IA qui fait encore des formations et qui a monté un institut de recherche qui s'appelle le MILA, qui attire des étrangers du monde entier à Montréal. Mais non seulement il a fait ça, mais maintenant il fait vraiment du lobbying auprès du gouvernement canadien pour investir dans des infrastructures qui lui semblent centrales. Il y a eu 2 milliards d'investissements dernièrement annoncés par Justin Trudeau autour des serveurs de données, donc de l'infrastructure de stockage, de calcul, etc. Puis il y a un vrai écosystème de recherche en IA à Montréal, ce qui est assez intéressant. Puis il faut savoir que Yoshua Bengio, vous avez dû le voir, mais il y a 1 an et demi, il a signé une tribune avec Elon Musk, où il a demandé un gel des avancées dans l'IA, de la recherche, etc. Il est très préoccupé par les impacts sociétaux. Et donc, il a vraiment participé activement à l'élaboration d'un observatoire qui s'appelle l'Obvia. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais c'est l'un des premiers observatoires sur l'éthique de l'IA et ses impacts sociétaux dans le monde. Après, il a inspiré la montée d'observatoires dans le sud de la France, par exemple, pour du transfert de connaissances. Alors, c'est pour ça que généralement le Québec est connu, et aussi pour une déclaration éthique qui a été mise en place en 2018, donc ça remonte quand même à pas mal de temps. Il y a 6 ans, il faut savoir qu'il n'y avait pas beaucoup de cadres éthiques de l'intelligence artificielle. Puis plutôt que de pondre une déclaration par des experts qu'on mettrait dans une salle, on leur dit ok, quels sont les enjeux de l'IA, qu'est-ce qu'on devrait faire, quels sont les principes directeurs qui vont guider son développement et son implantation. Eh bien, ils ont décidé de faire toute une année de co-construction. C'est un processus qui a été documenté par des chercheurs et qui est sur le site internet de la Déclaration de Montréal. Et donc, c'est plus d'une centaine de citoyens, d'experts qui se sont réunis dans des ateliers, aussi dans des bibliothèques publiques, à Paris, mais surtout au Québec, et qui, après, ont élaboré 10 principes directeurs. Je trouve intéressant, c'est que déjà, on était très concernés en tant que citoyens par la soutenabilité écologique de l'IA. Et puis, il faut savoir que dès le début, les citoyens qui ont été consultés, ils ont beaucoup parlé de participation démocratique, de l'importance de la supervision humaine sur les systèmes d'intelligence artificielle, le fait que l'IA, la technologie, doit nous rapprocher, pas nous éloigner, créer de la solidarité. Donc, c'est des principes qui étaient très originaux. Bon, aujourd'hui, vous savez qu'il y a plus d'une centaine de déclarations sur l'intelligence artificielle dans le monde, donc elle sort moins du lot, mais elle nous inspire toujours au Québec. Et puis, je prends un principe, parce que dans la déclaration, chacun des 10 principes est décliné en sous-principes. Je prends un principe, la participation démocratique. Vous voyez qu'on demande que l'IA soit intelligible, les décisions sont justifiables, c'est-à-dire lutter contre la boîte noire, comme on parle à la black box de l'IA, des codes ouverts et vérifiables, donc déjà il y a une sensibilité à la science ouverte, des développeurs qui sont imputables des décisions. Il faut qu'une IA démocratique, elle informe le public et les utilisateurs, que les parties prenantes soient engagées dans l'évaluation des systèmes et favoriser un développement inclusif. Donc c'était quand même une richesse dans la déclinaison du principe de participation démocratique qui venait juste des discussions entre des experts universitaires et des citoyens lors de ces ateliers. Et là, en fait, c'est un peu tout ce qu'on dit en termes d'IA responsable. Pour moi, c'est très, très inspirant pour une gouvernance citoyenne de l'IA. Alors, pour l'anecdote, c'est que ça fait quand même 6 ans qu'on a cette déclaration.
On est plein de principes directeurs en matière d'intelligence artificielle. La difficulté toujours, c'est de les faire atterrir dans les pratiques, les gens les comprennent et finalement qu'on crée les incitations correctes pour que les codes soient ouverts, les décisions vérifiables, que les gens participent effectivement. Mais nous, on a une déclaration qui nous sert un peu de pièce maîtresse au Québec, ça c'est sûr. Alors moi, ce que je fais avec Datalama, mais aussi vraiment en collaboration avec plein d'acteurs comme Ivado, il y a aussi Radio-Canada qui participe beaucoup, c'est qu'on fait des ateliers de formation à l'intelligence artificielle dans les bibliothèques publiques de Montréal. Mais ce n'est pas que des ateliers où on va dire, allez, on va apprendre ChatGPT, on va tous devenir des experts. Non, c'est des ateliers aussi d'interrogation éthique sur les impacts de l'IA, où on demande aux citoyens qu'est-ce qui vous concerne en matière d'énergie, d'impact sur le travail, l'emploi, comment on étudie à l'ère de l'intelligence artificielle. On amène les gens à s'exprimer, etc. Et puis, c'est vraiment gratuit, ouvert à tous. Alors, il faut savoir qu'au Québec, il y a un vrai problème de littératie, pas seulement numérique, hein, mais de littératie, c'est-à-dire de lecture et de compréhension des textes de simple à complexe. On dit qu'il y a quand même 30% de personnes qui sont vraiment en analphabétisme au Québec. Donc, c'est un vrai enjeu de compréhension aussi de la technologie, mais de savoir exprimer des questions éthiques et pas de rentrer dans vraiment un rejet total, mais d'essayer de se dire comment on peut reprendre le contrôle sur ce type d'outils. Donc, dans les formations, il y a beaucoup de gens âgés, des retraités, des jeunes, des personnes qui viennent juste pour s'intéresser et beaucoup de critiques. J'ai l'impression que cet esprit critique là, du Québec est partagé avec la France, mais il faut que la critique s'exprime et non on ouvre des espaces de débat, de discussion, de délibération dans des espaces qui sont des tiers-lieux démocratiques, donc les bibliothèques publiques. Alors, comment ça m'amène à réfléchir un peu au lien entre France et Canada? Qu'est-ce qu'on peut faire pour s'épauler et aussi pour favoriser la formation, mais aussi une ouverture à une discussion citoyenne? Pour moi, il y a un enjeu commun, on va dire, à nos deux patries, c'est la confiance. Au Québec, il y a une confiance très fragile dans l'usage de l'intelligence artificielle par les entreprises. Les sondages montrent qu'il y a seulement 15% des consommateurs au Québec qui estiment avoir confiance dans l'usage de l'IA par les entreprises. Donc on est vraiment particulier en Amérique du Nord. Il y a une plus grande confiance aux États-Unis. Je ne sais pas dans les autres provinces canadiennes, mais au Québec, il y a comme cet esprit français qui est resté quand même de suspicion, un scepticisme positif, mais quand même très très fort. Donc moi, je fais beaucoup de sondages dans les rues, qu'on appelle des micro-trottoirs. Et je me rends compte à quel point, par exemple, un hacking de données va aller contaminer négativement la vision qu'ont les citoyens de l'utilisation des données par les chercheurs publics, par exemple. Donc, vous voyez, la défiance s'étend à tous les domaines. Quand on regarde les sondages aussi en France, on voit que, bien sûr, les gens ont une petite connaissance de l'usage de l'IA par les administrations publiques. On parle de la sécurité, de la reconnaissance faciale, lors des JO, par exemple. Mais 3/4 se montrent préoccupés. Donc, la défiance, on le sait, elle est partagée. Pourquoi c'est un problème? On pourrait se dire l'esprit critique est positif, les gens doivent s'interroger. C'est que souvent ça mène à un rejet total de la technologie et pas aller envisager des questionnements autour, chercher à se former, à reprendre un certain contrôle dessus. Et on voit que la défiance, elle est partagée. Des gens vont refuser de partager des données avec des administrations publiques versus un partage très fort avec des entreprises et des géants du web dont on ne connaît pas beaucoup les utilisations de données. Donc un paradoxe quand même dans nos utilisations qui est à la fois présent ici, mais aussi au Canada. Alors, ce que je fais en fait, au quotidien, parce que je travaille beaucoup avec des organismes de recherche, des administrations publiques, des organismes sans but lucratif, en particulier dans le domaine de la santé, je leur dis, bon, c'est intéressant de se conformer aux lois comme RGPD, notre équivalent au Québec, la loi 25, mais il faut agir au-delà pour créer de la confiance. Typiquement, pour un centre de recherche qui veut utiliser beaucoup de données confidentielles, il faut expliquer aux gens pourquoi vous allez utiliser la donnée. C'est intéressant de faire un formulaire de consentement, d'être précis dans nos propres termes, mais dites-leur ce que vous allez en faire dans des termes précis, clairs, présentez la valeur que va produire l'utilisation de cette donnée, puis acceptez, les gens refusent, acceptez la contradiction, le refus, et permettez-leur de se désengager. Souvent, c'est facile d'opter-in, de rentrer dans une recherche de partager des données, mais comment on permet de sortir de ça? Surtout quand nos données ont servi l'entraînement d'un algorithme, une utilisation pour créer des statistiques, etc. Ce n'est pas facile, mais on peut le mettre en place. Alors, dans le volet expliquer ce qu'on fait de la donnée, je voulais prendre un peu ce que je vois France-Québec. Ce que vous voyez à droite, c'est un concours d'infographie que j'ai organisé avec des étudiants dans le domaine de la santé publique. Et on leur a donné un prix, on leur a dit expliquer le plus clairement possible, le plus visuellement possible, le cycle de la donnée dans votre recherche. Donc les étudiants, de plus en plus, on leur fait des tests de mobilisation de connaissances. Ils doivent vulgariser leur recherche en 3 minutes, ils doivent présenter des choses. Mais expliquer un cycle de la donnée, de la collecte, l'utilisation, le partage, c'était tout nouveau. Et ça me fait beaucoup... En fait, je me suis inspirée de la France pour faire ce concours au Québec. C'est parce qu'il y a de plus en plus d'organismes qui mobilisent des citoyens pour aller montrer en fait ce qu'on appelle l'utilisation secondaire de la donnée de santé. Non seulement pour les soins, mais pour la recherche, l'innovation.
Puis là, vous voyez, le Health Data Hub, il a organisé un atelier, il a rassemblé à gauche des personnes et leur a dit, faites des espèces de pitch sur la donnée de santé pour montrer comment elle est utilisée dans le domaine de la recherche. Et je trouvais ça vraiment fantastique, c'est vulgarisé. Bien sûr, ça va s'adresser qu'aux gens qui sont intéressés par ça, mais pensez au nombre de patients, des gens malades qui ne savent pas ce qu'on fait de leur information médicale. Donc très inspirant. C'est sûr qu'au Québec, ils ont voulu en mettre un peu plus là, mais ils ont fait même un petit jeu de mots sur les PREMS. Je ne sais pas si vous connaissez les Patient Reporting Data, mais peu importe le signe, etc., vous voyez qu'on les a engagés quand même à visualiser ce qu'ils font dans leur recherche. Alors, au-delà de ça, la participation citoyenne, ça devient de plus en plus une science, même si c'est une science empirique qui s'appuie de ce qu'on fait concrètement sur le terrain. Il y a un institut au Royaume-Uni qui s'appelle l'Ada Lovelace Institute, je ne sais pas si vous le connaissez, mais il a fait un cadre de la participation citoyenne autour du numérique à partir d'expériences concrètes qu'il a théorisées. Ça va de l'information vers la consultation, en passant par l'engagement, la collaboration et la prise du pouvoir, donc l'empowerment, c'est-à-dire on va faire participer les citoyens aux organismes de gouvernance sur la donnée. Un cadre très riche où il y a énormément d'exemples et à la fin, ce qui vous présente, c'est les coopératives de données, par exemple, dans le domaine où on permettra à des gens d'aller non seulement participer à des organismes, prendre du pouvoir sur ça, mais aussi décider de qu'est-ce qu'ils partagent, avec qui, quand et pour combien de temps. C'est j'ai appris un nouveau terme en arrivant en France, un terme anglais, le self-data. C'est un peu un paradoxe, mais c'est un peu ce qu'on pourrait dire par le self-data. Ça va un peu plus au-delà, parce que non seulement le citoyen va partager la donnée pour y avoir accès, mais aussi pour se dire, je vais servir le bien commun, d'autres personnes vont avoir accès comme des chercheurs. Nous, au Québec, on a fait plusieurs choses autour de ce cadre. On a développé un petit lexique de l'intelligence artificielle dans mon centre hospitalier, le centre hospitalier de l'Université de Montréal, avec Aurélie Jean, donc encore de la participation française. On a développé un baromètre pour sentir le pouls de la population en matière de données de santé et d'IA. Tous les ans, on consulte les mêmes personnes, on leur dit alors qu'est-ce que vous en pensez? L'arrivée de l'IA générative vous angoisse ou pas? Finalement, c'est une manière d'aller traiter des enjeux sur le long terme. On développe aussi des comités de gouvernance à mon CHU. Donc, il y a un comité qui s'appelle le CEPPP. Nous aussi, on aime beaucoup les sigles. Le Centre d'excellence sur le partenariat avec les patients et le public. Et dedans, il y a un comité sur la santé numérique. Il est consulté par le ministère de la Santé. Et lui, il va aller donner des opinions très concrètes sur une application qu'on pourrait développer, comment on va la développer pendant le Covid, par exemple. Dans nos centres universitaires un peu de l'autre côté de la rue, là, qui s'appelle McGill, ils ont développé une application qui s'appelle Opal, qui est co-développée par des patients atteints du cancer, qui travaille avec des développeurs pour dire ok, à quelles données le patient va avoir accès et de quelle manière en fait il veut la partager avec des professionnels ou des chercheurs. Et finalement, en matière de gouvernance, on a développé aussi des partenariats avec le Centre de gouvernance de l'information des Premières Nations. Alors, il faut savoir que vous savez, nous, on a une population autochtone, hein, des centaines de peuples autochtones au Canada, et ils ont maintenant une stratégie de la data. Donc, ils ont un centre de gouvernance de l'information numérique, ils ont leur propre principe directeur pour gouverner l'information. Dedans, il y a le principe de contrôle et de propriété. Ça veut dire que pour eux, un consentement, il doit être individuel et collectif, de la personne et du clan. Et on ne peut pas imaginer un consentement présumé comme on le fait dans les administrations. Vous avez un service public, la donnée part, et puis le gouvernement l'utilise. Pour eux, c'est complètement illégal. Ça va contre les principes de l'information autochtone. Donc ça, il faut le respecter. Puis avec des partenariats, on peut développer des cadres qui sont propres à ces communautés, qui ont leur propre territoire. Je voulais vous dire que si vous êtes intéressé par cette perspective un peu transatlantique, sur l'idée de la gouvernance citoyenne, j'ai lancé mon premier essai, très court, qui a été édité par les presses de l'Université Laval. Il est diffusé en France par Herman et je pense qu'il est en vente ici. Et puis, je serai ravie de répondre à vos questions, que ce soit maintenant ou par la suite, quand je rentrerai au Québec. Merci à vous. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Bonjour, par rapport à la sécurité, parce que finalement c'est là aussi où est souvent le problème dans la confiance dans la data, c'est une question de sécurité. On entend tous les mois, je sais pas, la ville d'Angers s'est fait pirater il y a 15 jours, Nantes Métropole pas très longtemps, les hôpitaux. Est-ce que vous êtes plus avancé au Canada en termes de sécurité de la donnée? Non, pas du tout. On a les mêmes fuites de données, invasions dans les hôpitaux que vous. C'est d'ailleurs de là que vient la défiance. Hein. On a eu un gros hacking de données bancaires à Desjardins.
donc qui est une banque. Et ce type d'événement a traumatisé les gens au point que maintenant, même quand on leur parle de données autres que bancaires, ils rappellent le scandale. Donc non, on n'a pas les mêmes standards, on n'est même pas autant avancé parce que, comme je vous disais, le RGPD de 2018, il a amené les organismes à s'interroger sur leur processus de cybersécurité, les politiques de gouvernance. Nous, notre politique RGPD est arrivée il y a à peine 2 ans. Donc, à mon avis, non, vous êtes même plus en avance. Il y a les mêmes problèmes d'enjeux de cybersécurité. Question ? Je m'arrêterai là alors. Merci beaucoup à vous.